Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci à Escada, merci à Civitas, parce qu'encore une fois, ce sont ces événements qui alimentent notre énergie intellectuelle, spirituelle, politique, qui fait que nous ne nous sentons pas seuls. Et c'est encore une fois, et j'insiste à chaque fois que je le peux, c'est essentiel de penser que nous sommes nombreux à réfléchir comment se sortir de l'impasse dans laquelle le système nous pousse toujours un petit peu plus. Voyez-vous, en tant que également agricultrice, éleveur de bétail, entre autres, eh bien, je sais qu'en manipulant mes bestiaux et en essayant de les canaliser vers le parc, à un moment donné, elles ne peuvent plus se retourner. Mais je dois les amener à ce seuil où elles ne peuvent plus se retourner avec le plus de délicatesse possible pour éviter qu'elles ne se rebellent trop tôt et qu'elles m'échappent. Autrement dit, nous avons affaire à un système qui œuvre dans ce sens, c'est-à-dire qui nous canalise, qui nous isole et qui nous amène à un point où éventuellement nous ne pourrions plus nous retourner. Or, la raison pour laquelle nous sommes si nombreux ce matin, et c'est très impressionnant, c'est parce que nous sommes de plus en plus nombreux à sentir que le couloir devient de plus en plus étroit et qu'éventuellement il sera encore plus difficile de se retourner. Donc l'urgence nous fait bouger et finalement quelque chose de providentiel probablement se manifeste ici. Alors je me suis un petit peu amusée en préparant cette, si on peut dire entre guillemets, en préparant cette intervention. Je me suis posé une question. On m'a dit récemment que une pathologie d'ordre psychiatrique qui était de plus en plus fréquente, c'est la perversion narcissique. Et je me suis dit, mais comment se fait-il? Pourquoi devenons-nous de plus en plus pervers narcissiques? Alors j'ai regardé quels étaient les symptômes du pervers narcissique. Alors il culpabilise les autres. Là on comprend tout de suite, effectivement, nous sommes culpabilisés tous les jours. Et j'ai fait ce lien avec le régime dans lequel nous vivons, bien sûr. Pourquoi devenons-nous pervers narcissiques? Sans doute parce que le système nous y amène de façon plus ou moins consciente. Alors j'ai fait ce rapprochement. Il culpabilise les autres. Il reporte sa responsabilité sur d'autres et il dément les siennes. L'État, aujourd'hui, c'est absolument ça. C'est-à-dire qu'il va s'investir dans des choses qui ne le regardent pas. Par contre, il va complètement délaisser ce qui le regarde. C'est-à-dire sécurité, défense, justice. C'est abandonné, on est d'accord. Il change ses opinions et ses comportements selon la personne ou les situations. C'est vrai que, pour prendre juste un exemple, le statut de Kadhafi a beaucoup évolué en très peu de temps, en l'espace d'un quinquennat, par exemple, n'est-ce pas? Donc il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Toujours pour notre sécurité, bien sûr, on va nous demander des choses de plus en plus, je dirais, nous privant de liberté, n'est-ce pas? Alors faire croire aux autres qu'ils doivent être parfaits. Effectivement, nous, on doit être parfaits, on doit payer nos impôts, on doit être absolument réglo. Par contre, lui, il s'autorise toutes sortes de malversations, n'est-ce pas? Il met en doute la qualité, les compétences, la personnalité. On n'a pas le droit d'exister. Voyez-vous, nous, on est absolument négligeable, pourvu qu'on ne soit pas dans le politiquement correct, absolument dans le politiquement correct, on n'a même pas le droit d'exister. Il sème la zizanie, ça c'est évident, il sème la zizanie. Il utilise les principes moraux des autres. Alors ça c'est très intéressant et je repensais à M. l'abbé Beauvais tout à l'heure. Évidemment, il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses desseins. Et là, on est face à la franc-maçonnerie pure beurre, évidemment. La franc-maçonnerie est une perversion, est une inversion de nos valeurs catholiques. Il menace de façon déguisée ou pratique un chantage ouvert. Bah, évidemment, il menace de façon déguisée, plus ou moins. Là, pour le coup, ça va, moi c'est déguisé. Il évite ou s'échappe à tous les entretiens et les réunions qui pourraient le mettre en défaut. Évidemment, qui vient débattre avec nous? J'ai rarement eu l'occasion de débattre avec Caroline Fourest, je ne vous le cache pas. Alors, il mise sur l'ignorance. Il mise sur l'ignorance. Non seulement il mise sur l'ignorance des autres, mais il fait croire à ses supériorités. Mais il la cultive. Bien sûr, l'éducation nationale est un outil extraordinaire pour fabriquer de l'ignorance. Il ment. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, là, je pense que c'est pas la peine de... Il est égocentrique. Ah ben, la République, enfin en tout cas ce système luciférien, comme dirait le très fameux docteur Dor, est un système égocentrique
luciférien qui s'adore lui-même, ne supporte pas la critique et ni l'évidence. La démocratie est parfaite, même quand elle est prise en flagrant délit de n'importe quoi. Il flatte pour plaire. Ah oui, effectivement. Et là, on sait de quoi on parle, on est en pleine campagne électorale. Donc on va être flatté à outrance. Flatté, bien sûr. Il produit, alors là on arrive complètement au bouquet final, il produit un sentiment de malaise ou de non-liberté. Le pervers narcissique, je rappelle que c'est un diagnostic pathologique d'ordre psychiatrique. Il produit un sentiment de malaise et de non-liberté. C'est bien là où nous en sommes. Alors son objectif est très simple, son objectif est de diminuer, culpabiliser, rabaisser, détruire ses victimes. Il utilise la désinformation, la calomnie, le mensonge pour arriver à ses fins. Sa morale est des plus douteuses. Il ne respecte pas les règles, il est au-dessus des lois, il use de son pouvoir, en l'occurrence démocratie, droit, etc. Et donc, il veut arriver en fait à l'autodestruction tant physique que psychologique de sa victime. Et pour beaucoup d'entre elles, elles vont jusqu'au passage à l'acte. Et bien c'est pour cela que nous sommes ici, c'est pour éviter ce passage à l'acte, c'est pour réagir, pour se sortir de ce couloir dans lequel nous pourrions peut-être bientôt ne plus nous retourner. Alors vous allez me dire, je suis représentante de Terre et Famille et Alain Escada m'a demandé de rédiger un programme agricole. Alors quel lien entre le pervers narcissique et ce système qui nous y amène si nous n'y prenons pas garde avec la paysannerie? Eh bien c'est que le paysan, par nature, il est protégé de devenir un pervers narcissique. Le vrai paysan, il ne peut pas l'être, il ne peut pas rentrer dans cette spirale infernale, puisque le paysan, par nature, il admet que quelque chose est au-dessus de lui. Le paysan, finalement, il est entre terre et ciel, il ne répond, il est obligé de faire avec le temps, il est obligé de faire avec la nature, donc il ne peut pas. Donc le paysan est l'antithèse du pervers narcissique, donc l'antithèse du système. On ne se demande plus pourquoi le système, et depuis la Révolution française, ne cherche qu'une chose, c'est détruire le paysan, de façon plus ou moins claire, de façon plus ou moins perverse, mais de façon continue. Les paysans de Vendée, c'est bien les paysans de Vendée, et quand je parle de paysans de Vendée, c'est pas des paysans que de Vendée. Moi, je suis originaire du Brionnais. Et bien, dans le Brionnais, la maison que j'ai achetée, qui est très ancienne, était peinte en noir parce qu'elle était peinte en noir en l'honneur du deuil de notre roi Louis XVI. Et les curés étaient cachés, les curés réfractaires, dans les trous des murs. On faisait une cache du curé, on défaisait un ou deux parements, on mettait une armoire devant et on cachait les curés réfractaires. Et je ne suis pas en Vendée. Donc la France entière qui était rurale, s'est révoltée contre ce système naissant qui s'est imposé de coup d'État en coup d'État pour en arriver à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un paroxysme, et c'est-à-dire aujourd'hui qui nous pousse à la nécessité d'une réaction profonde et en chacun de nous, parce que l'empoisonnement a été extraordinairement profond, tellement profond que non seulement ils se sont emparés de nos cerveaux et de nos enfants, mais ils se sont emparés, et c'est là que je reviens à notre programme agricole, ils se sont emparés de notre vocation à tous de paysans. Parce que, et là j'en arrive à la substance de notre programme, en y réfléchissant, et là je remercie encore une fois Alain Escada qui m'a poussé à travailler, en réfléchissant profondément, quel est le problème essentiel que nous avons? Alors je ne vais pas vous détailler le programme, mais c'est le statut de la terre. À qui appartient la terre? C'est une vraie question. Je discutais tout récemment avec de nombreuses personnes autour de ce travail. Le professeur Magnard nous a dévoilé qu'en l'an 1000, la terreur de l'an 1000 était due en partie au changement du statut de la terre. C'est que la terre, soudainement, et parce que l'Église avait choisi de suivre son vœu de pauvreté, s'est démunie de certaines de ces terres. Et ces terres se sont trouvées à vendre. C'était la première fois. On n'a jamais vendu une terre jusqu'en l'an 1000. Donc aujourd'hui, nous avons un problème. La terre, l'air, l'eau. Quel statut donner à ces éléments fondamentaux? Nous sommes tous des paysans. Nous sommes tous sur cette terre, et parce que nous sommes des enfants de la chute, supposés donner la vie,
est supposé travailler pour se nourrir. Alors, c'est sûr qu'en poussant au secteur tertiaire, en nous éloignant toujours un peu plus de nos propriétés familiales, en nous éloignant toujours un peu plus de, je dirais, de la source même de ce qui fait que nous sommes là, que nous vivons, nous sommes en route vers un nouvel homme, nous sommes dangereusement en route, un nouvel homme détaché de son substrat. Et donc il est absolument nécessaire de retrouver nos origines, nos fondamentaux paysans que nous avons tous et que nous devons tous garder. Tout à l'heure vous disiez, professeur, que nous avions le droit de vivre, mais moi je dis que nous avons le devoir de vivre. Nous avons le devoir de vivre parce que le droit me fait peur, et là pour alléger l'atmosphère, je repense à Fantomas contre Scotland Yard, où finalement Fantomas veut faire payer un impôt sur le droit de vivre. Mais si nous avons le droit de vivre, bientôt nous payerons un impôt sur le droit de vivre. Nous avons le devoir de vivre et nous n'avons pas à en demander la permission. C'est un devoir. Et aujourd'hui, on veut nous faire mourir, et à commencer par nos enfants et nos paysans. Donc, nous pouvons changer les choses. C'est qu'aujourd'hui, nous avons accepté de ne plus être des paysans. Et ces paysans savaient très bien ce qu'ils faisaient en Vendée quand ils appelaient à retrouver leur foi, leur roi. Ils remettaient les choses dans l'ordre. Et pour ne pas prendre trop de temps, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer encore, mais voilà, pour ne pas prendre trop de temps, je voulais finir par deux citations. D'abord, vous avez raison, professeur, nous ne discutons pas Dieu, nous ne discutons pas la patrie. Ça, c'est une chose. Charette, qui est notre, quelque sorte, le parrain de Terre et Famille, a dit « Il est vieux comme le diable, leur monde qu'ils disent nouveau, mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, sommes une jeunesse, messieurs, sommes la jeunesse de Dieu, la jeunesse de fidélité. Et, comme disait Clotaire II, que la paix et la discipline règnent à jamais dans notre royaume avec l'aide du Christ. »